Lalibela. On l'appelle la Jérusalem d'Éthiopie. Un site d'une incroyable complexité, faite de tranchées et de galeries. Des salles majestueuses, attirant les fidèles de tout le pays. Le tout creusé dans la roche volcanique des hauts plateaux éthiopiens et s'articulant autour de 11 églises monumentales. Selon l'histoire locale, le roi Lalibela aurait fait creuser le site sous sa forme actuelle à la fin du XIIe siècle. Après 24 ans de travaux, il en aurait fait le centre de son royaume chrétien. L'historienne Marie-Laure Dera et son équipe étudient ce vaste complexe depuis plus de 10 ans. Et leurs recherches semblent indiquer que l'histoire serait en fait bien plus riche. On a repéré des anomalies, des choses qui, logiquement, ne devraient pas exister. Et par exemple, ici, on a une anomalie qui est vraiment typique, c'est qu'on a un escalier qui a été creusé. Et évidemment, il n'a pas été creusé pour déboucher dans le vide, avec plusieurs mètres de vide au bout. Pour que cet escalier soit compréhensible, en fait, il faut estimer qu'il y avait un sol au bout de cet escalier et sans doute vraiment une cour en fait totalement pleine ici qui permettait en fait d'accéder de part et d'autre de cet espace aujourd'hui totalement détouré, enfin creusé. Confirmer ces étapes successives de creusement fait partie des grandes priorités pour comprendre l'histoire de Lalibela sur le temps long. Mais le fait même que le site ait été façonné par excavation et non par construction pose de nombreux défis aux archéologues qui souhaitent retracer son passé. Vu qu'ils creusent en fait des églises, ce site est un anti-site archéologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de stratigraphie conservée, évidemment, puisque au fur et à mesure qu'ils creusent, ils effacent les traces antérieures. Les traces sont bien effacées au niveau des églises, mais chaque creusement a créé de grands volumes de déblais, des matériaux qui se sont accumulés au fil des étapes, jusqu'à former des collines un peu partout sur le site. Des collines qui peuvent quant à elles être fouillées. On a pu observer en fait deux apports de déblais dans ce grand tas. Le substrat avait un très gros pendage en fait. Tous les débris provenant du creusement, d'un premier creusement de l'église suivaient parfaitement bien ce pendage. Après on a un arrêt de l'apport de ces débris. La formation d'un sol, c'est un sol qui peut être tout à fait naturel. Il suffit juste de laisser en fait la végétation progresser. Du coup, quand ça s'enfouit, ça fait un sol qui est organique, qu'on repère très très bien lorsqu'on le nettoie après. Et après ce niveau de sol, on a eu une reprise d'apport de débris qui en fait nous prouve là aussi qu'on a une deuxième phase en fait de creusement des églises. Non seulement cette colline de déblais renferme des indices expliquant les phases de creusement des monuments, elle a également caché pendant des centaines d'années les vestiges d'une occupation bien plus ancienne, qui semble tout aussi monumentale. Ces grands blocs qui émergent sur le côté du remblai dateraient de 2 siècles avant le règne du roi Lalibela et la fondation de ces églises. Toute une histoire du site qui reste encore à écrire. Quand on fait des murs avec des blocs aussi énormes, on les élève très très haut. Sinon, ça n'a aucun sens de faire des murs qui font faire 2-3 niveaux, quoi. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, vraisemblablement, c'était très très haut. Jusqu'où, on ne sait pas. Et surtout, l'autre information qu'on réalise, c'est que pour que les blocs, si les blocs sont de si grosse taille, ça veut dire qu'ils ont été débités vraisemblablement sur place. Donc potentiellement, on n'aura pas accès à la roche mère, au bedrock sous le tas de déblais, mais plutôt à déjà des aménagements du rocher liés au débitage des blocs, et puis sans doute après à de l'occupation, quoi. Les travaux de recherche de Marie-Laure et son équipe s'inscrivent dans un projet de coopération franco-éthiopienne qui vise non seulement à comprendre la longue histoire de Lalibela, mais également à protéger ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un des programmes phares de cette coopération, la numérisation du site.
Pour créer la copie numérique de la Libella dans toute sa complexité, les ingénieurs d'Archéovision, spécialistes du patrimoine, visitent chaque galerie, chaque salle pour en photographier les moindres recoins. La géométrie de chaque lieu est également relevée grâce à un scanner laser. Les endroits en hauteur, quant à eux, sont photographiés grâce à un drone. Toutes ces données permettront de créer le modèle 3D de la Libella, extérieur comme intérieur. L'idée, c'est déjà d'avoir un état des lieux du site à un instant donné. C'est très important parce que justement, c'est un site qui évolue dans le temps et qui va évoluer justement en fonction de la conservation qu'on va pouvoir en faire. On a des fantômes des gens qui sont passés pendant la numérisation, donc c'est pas très grave. Donc après ça, c'est un boulot de nettoyage qu'il y a à faire dans le modèle. Et par contre, à partir de ça, on peut travailler sur des coupes. Donc là, on a une coupe du bâtiment qu'on peut déplacer. Et ça sert à pouvoir travailler sur ces données-là quand on n'est plus sur le site déjà, et puis avoir des choses qu'on ne va pas forcément voir. Et les peintures vont être plus difficiles à voir quand tu es dans l'église, avec la lumière qu'il y a dans l'église. Donc on peut amener quand même une meilleure lisibilité de certains éléments, et puis une vision globale en fait de tout le site. Ces travaux de recherche se poursuivront encore pendant de nombreuses années, en parallèle aux efforts déployés pour assurer la conservation de ce patrimoine sacré et fragile. Un nouveau chapitre qui vient s'ajouter à la longue et complexe histoire de la Libella, qui n'a pas fini de traverser les âges.